Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une coopération bilatérale qui se renforce entre le Maroc et la Mauritanie. Les deux pays ont conclu un accord en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Les deux États entendent ainsi bâtir une vision commune. Le taux de chômage en hausse au Botswana, une hausse de 1,3 point de pourcentage a été observée entre le premier et le quatrième trimestre de l'année 2020. Et enfin, retour sur un projet phare de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF avait lancé à l'occasion de ses 50 ans une grande consultation dénommée la francophonie de l'avenir. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le prolongement de l'état d'urgence en Centrafrique. Selon un communiqué de la présidence paru ce 5 février, la mesure a été prorogée pour 6 mois. Elle était entrée en vigueur le 21 janvier dernier pour faire face à l'insécurité persistante. Insécurité exacerbée par la coalition des Patriotes pour le changement qui avait déclenché au mois de décembre dernier une offensive contre le gouvernement. À l'heure où la majorité du territoire centrafricain est sous le contrôle des groupes armés, le Premier ministre Firmin Ngrebada a annoncé parallèlement ce vendredi la reprise de la ville de Yaloké par l'armée centrafricaine. Une victoire obtenue après plus de 5 heures de combat entre les militaires et les rebelles de la CPC. Le chef du gouvernement qui a également souligné que des opérations de terrain sont en cours pour sécuriser la ville. Le Maroc et la Mauritanie renforcent leur coopération bilatérale. Le 31 janvier dernier, le Conseil national des droits de l'homme au Maroc et la Commission nationale des droits de l'homme en Mauritanie ont signé un accord. Objectif, bâtir une vision commune en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Il sera également question pour les deux institutions de renforcer la capacité de leur personnel. Plus de précisions dans ce sujet de Marie-Raphaël Antelo. Pour concrétiser une vision commune entre le Conseil marocain des droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme en Mauritanie, un accord a été signé entre les deux parties. Signé le 31 janvier 2021, cet accord va permettre de renforcer la capacité des membres et personnels des deux institutions, notamment dans les domaines d'observation, de traitement et suivi des plaintes, d'interaction avec le système international et régional des droits de l'homme, l'élaboration des rapports, la communication et le plaidoyer. Malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 et l'abolition de la traite de l'homme et évidemment de l'esclavage, nous assistons à des poches de résistance aussi bien en Mauritanie comme au Maroc. Sachant évidemment que ces deux pays ont des similitudes communautaires et également ils ont également des habitudes culturelles. Il est donc important pour ces deux États, au-delà de se communiquer, d'engager une coalition nationale transfrontalière en vue de sensibiliser évidemment les chefs religieux pour que l'esclavage ou la traite des hommes qui pendant longtemps ont été des dissensions, qu'on fragilise l'universalité des valeurs dans le monde. D'après un rapport de Human Rights Watch, les questions de caste et d'ethnicité sont à l'origine de nombreux problèmes de droits humains, parmi les plus délicates et les plus profondément enracinés en Mauritanie. Pour ce qui concerne le Maroc, les problèmes tels que des arrestations, détentions arbitraires, des violations du droit à un procès équitable et la liberté d'expression et d'association sont encore vécus dans certaines zones du pays selon le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. La Mauritanie est l'illustration la plus parfaite avec l'emprisonnement des militants des droits de l'homme qui luttent évidemment contre l'esclavage et la traite de l'homme. Donc ce communiqué vient renforcer davantage les appels effectués par les organisations des droits de l'homme en matière de condamnation pour pouvoir permettre à ces deux États d'être en conformité avec les standards internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Rappelons que ce mémorandum a été signé entre la présidente du CNDH, Amina Bouayache, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme en Mauritanie, Ahmed Salem Boubeni. L'actualité, c'est également cette attaque perpétrée au Bénin contre Gagnou Soglo, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. L'offensive commise par des hommes armés non identifiés est survenue ce 5 février aux alentours de 20h. Le fils de l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, quittait un meeting organisé dans la ville de Zinvier. Blessé au thorax, Gagnou Soglo a d'abord été admis à la clinique Maouna avant d'être transféré au centre national hospitalier universitaire Hubert Maga situé à Cotonou.
Cotonou. Alors qu'il a été pris en charge en soins intensifs, le fils de l'ancien président aurait en son sein une balle placée près de son cœur. L'ancien chef de l'État béninois, Nicéphore Soglo, qui s'est d'ailleurs rendu au chevet de son fils. Au Togo, le gouvernement se donne un objectif de taille en vue de la prochaine campagne agricole. L'État entend en effet accroître la productivité de la filière plantes à racines et à tubercules. Pour ce faire, une formation d'une semaine était organisée par le ministère de l'Agriculture au Centre de recherche agronomique du littoral à Davier. Marie-Raphaël Abdelou. Au Togo, les autorités se sont lancées dans des travaux d'amélioration des productions dans les filières plantes à racines et tubercules. À cet effet, une formation a été organisée par ces autorités pour renforcer les capacités des acteurs du secteur sur les meilleures techniques de production et de conservation de l'igname, du manioc et de la patate douce. Les chaînes de valeur de l'exploitation des tubercules sous forme industrielle et semi-industrielle sont capables de produire d'énormes dérivés, des produits alimentaires de toutes sortes, c'est-à-dire des emballages, des féculents, des chips, des frites, tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine culinaire et créer de nombreux emplois et des emplois dérivés. D'où l'importance des tubercules au niveau agricole, d'où l'importance de la transformation et de la valeur ajoutée à toute la filière des tubercules. Cultivés sous diverses variétés, l'igname, le manioc et la patate douce occupent plus de 15% de la surface agricole totale du pays. Ces plantes sont notamment cultivées dans 35 des 39 préfectures que compte le Togo, constituant ainsi la base d'importantes chaînes de valeur agroalimentaire nationale. Les organismes de recherche, notamment dans les villages, continuent à découvrir la richesse culinaire des tubercules. Donc il est important de prendre en compte tout cela dans la diversification de notre alimentation et dans la diversification de notre secteur agroalimentaire. Les 3 tubercules sont des produits vivriers énormément consommés dans le pays et dans la sous-région. Avec un potentiel de développement avéré selon les agriculteurs, le manioc est transformé en tapioca, fécule, pain, frites et chips. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le manioc serait le plus consommé avec 70% de la récolte commercialisée en Afrique. Soulagement pour les employés de l'usine de la cotonnière industrielle du Cameroun de Garoua. Après plus de 4 mois d'arrêt, les salariés ont pu reprendre leurs travaux dès ceux de février. Face à l'accumulation d'impayés chiffrés au mois d'octobre 2020 à 1,3 milliard de francs CFA, la SICAM avait été contrainte de suspendre les activités de son site de Garoua. Joël Marivalo. Après plus de 4 mois d'inactivité, l'usine de la cotonnière industrielle du Cameroun, située à Garoua dans la partie septentrionale du pays, reprend du service. Faisant face à de nombreuses contraintes financières liées à l'accumulation d'impayés, estimées à 1,3 milliard de francs CFA au 18 octobre 2020, la SICAM a dû suspendre ses activités et mettre ses 350 employés au chômage. Si la SICAM investit au niveau de la qualité de ses produits, si la SICAM fait face à sa demande, si la SICAM profite de la zone de libre-échange continentale, il n'y a pas de crainte que la SICAM va rembourser de façon aisante sa dette envers la Sceaux de coton. En instituant la relance des activités de la SICAM dès le 2 février 2021, l'exécutif camerounais va ainsi lui octroyer 75 tonnes de coton dont la livraison sera effectuée par la Société de développement du coton. Selon la presse locale, ce volume de matières premières donnera la possibilité à la SICAM de faire tourner les machines de l'usine pendant au moins 2 mois. La SICAM doit bagarrer pour elle-même, bagarrer pour être compétitive et bagarrer pour profiter de façon optimale du marché qui lui est offert gracieusement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. À l'approche de la Journée internationale de la femme le 8 mars et la Fête internationale du travail le 1er mai, la SICAM espère profiter de la haute saison de production du pagne pour booster ses activités et se refaire une place dans le monde du textile très concurrencé par les pays d'Afrique de l'Ouest et la Chine.
Le Botswana confronté à une hausse de son taux de chômage. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, le statisticien Burton Gooney annonce une augmentation de l'ordre de 1,3 point de pourcentage. Dans les détails, le taux de chômage est passé de 23,2% au premier trimestre de l'année 2020 à 24,5% au quatrième trimestre. Les explications de Lorita Simbo. En dépit des efforts du gouvernement, le taux de chômage continue d'augmenter au Botswana. Les données du statisticien général, Burton Gooney, indiquent que le taux de chômage dans ce pays a augmenté de 1,3 point de pourcentage, passant de 23,2% au premier trimestre 2020 à 24,5% au quatrième trimestre 2020. Pour lutter contre le chômage au Botswana, il faut diversifier l'économie. Il ne faut pas seulement penser à l'exportation, il faut penser à privilégier les investissements dans le secteur privé, à financer des nouveaux hommes économiques qui vont développer des initiatives à grande capacité d'insertion des jeunes. Le ministère des Finances et du Développement économique, lors de la présentation du budget 2021-2022, a précisé que le chômage touche particulièrement la population jeune. Les chiffres du ministère montrent que le taux de chômage des jeunes avait augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la même période, passant de 30,5% à 32,4%. C'est à la fois un problème basé sur le type de l'économie, sur la politique de l'économie, sur le manque d'investissement dans la création d'initiatives privées. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'emplois et du coup, c'est le chômage. Le gouvernement botswanais poursuit son plan d'élaboration d'une politique nationale de l'emploi visant à promouvoir un emploi productif, rémunérateur et décent pour le Botswana. Lancée en 2020, celle-ci devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021. Malgré cet handicap au développement social, l'économie botswanaise présente les fondamentaux les plus solides en Afrique australe, selon l'Organisation internationale du travail. C'était un projet phare de l'Organisation internationale de la francophonie. À l'occasion de ses 50 ans, l'OIF avait lancé une grande consultation dénommée la francophonie de l'avenir. Les conclusions de cette consultation, qui avait ciblé les jeunes âgés de 15 à 35 ans, ont été publiées le 22 décembre dernier. Retour sur ce projet avec notre correspondante Victoria Seji. Coup de projecteur sur les actions de la francophonie à la croisée des langues, des imaginaires, des défis et des avancées. L'ouvrage intitulé La francophonie de l'avenir raconte l'Organisation internationale de la francophonie, cette organisation riche de 88 États et gouvernements membres. Dans cet univers multiculturel et multicoloré qu'il a défini, c'est la francophonie du partage et des luttes plurielles qui est présentée. Encore aujourd'hui, quand on demande aux gens dans la rue, n'importe au hasard, vous savez ce que fait la francophonie, on se rend compte souvent que la réponse n'est pas fluide, ça ne sort pas naturellement. Les gens savent plus ou moins ce qu'elle fait, mais pas totalement. Donc faire ce livre, c'était l'occasion de donner un aperçu en images, en portrait, avec des interviews, des personnalités de la francophonie, de donner une image de ce qu'est cette organisation, de ce qu'elle fait concrètement pour les populations, pour les gens, en dehors des grands sommets. L'ouvrage La francophonie de l'avenir a été publié en décembre 2020 dans le cadre des 50 ans de l'OIF, célébré du 20 mars au 31 décembre 2020. Une célébration haut en couleur qui a mis la jeunesse au centre. On y découvre leurs attentes et aspirations les plus profondes. Rien que le titre, La francophonie de l'avenir, c'est le même titre qu'on a donné à cette consultation de la jeunesse qui a eu lieu tout le long de l'année 2020. La secrétaire générale a voulu interroger les jeunes, leur parler, leur demander vraiment qu'est-ce que vous pensez de cette organisation, qu'est-ce que vous attendez d'elle, qu'est-ce qui vous manque, quelles sont vos frustrations, vos idées, vos envies, vos besoins. Entièrement conçu par l'OIF, cet ouvrage est en définitive une carte d'identité de la francophonie dite de l'universel pour qui veut apprendre à mieux la connaître. Une francophonie qui se veut plus dynamique, plus pragmatique et qui s'ouvre surtout sur un splendide avenir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.